Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce chapitre 4, nous allons aborder l'isomérie, c'est-à-dire les différentes représentations bidimensionnelles et tridimensionnelles de molécules possédant la même formule brute. Rappelez-vous bien de ceci, on ne peut parler d'isomérie que dans le cas de composés possédant la même formule brute. Dans ce chapitre, nous traiterons donc à la fois de l'isomérie plane et de la stéréoisomérie de configuration, qu'elle soit liée à la présence d'un centre chiral ou d'une double liaison ZE ou d'un cycle cis-trans. Enfin, nous nous intéresserons à la stéréoisomérie de conformation. Après avoir défini l'isomérie plane, nous verrons les différentes occurrences possibles de ce type d'isomérie, à savoir l'isomérie de chaîne, de position, de fonction ou encore d'insaturation. La définition de l'isomérie est relativement simple puisque deux composés sont dits isomères s'ils ont la même formule brute mais diffèrent soit par leur formule développée, on parle alors d'isomérie plane ou d'isomérie de constitution, soit par leur représentation dans l'espace et on parlera alors de stéréoisomérie. Dans cette première partie, consacrée à l'isomérie, nous parlerons uniquement d'isomérie plane. Le cas de la stéréoisomérie sera traité un peu plus loin dans ce même chapitre. L'isomérie de chaîne a pour origine une modification des ramifications de la chaîne principale. Par exemple, si on prend la formule brute C4H10, alors deux molécules correspondent à cette formule brute, le butane et le méthylpropane. Le premier composé possède 4 atomes de carbone dans sa chaîne principale, alors que le second n'en possède que 3, avec une chaîne latérale, c'est-à-dire une ramification, de type méthyle en position 2. Un autre type d'isomérie plane, l'isomérie de position, qui peut avoir des origines différentes. Il peut s'agir d'une isomérie liée à la position des insaturations, par exemple l'ex 1N et l'ex 2N, qui possèdent tous deux la même formule brute, c'est-à-dire C6H12, diffèrent par la position de la double liaison. Dans cette classe d'isomérie, ce peut également être les positions de ramification qui varient. L'exemple présenté ici concerne le 2-méthylpentane et le 3-méthylpentane de formule brute C6H14. L'isomérie de position peut concerner la position des fonctions sur une chaîne linéaire. La fonction cétone de la pentane 2-on se trouve en position 2, alors que la cétone sur la pentane 3-on est en position centrale. Ces deux composés ont la même formule brute C5H10O. Enfin, la position des fonctions sur un noyau aromatique peut varier. Le 2-méthylphénol possède deux substituants en ortho, alors que dans le 3-méthylphénol, les deux substituants sont en position méta l'un par rapport à l'autre. Les isomères de fonction sont également classés dans l'isomérie plane. Ici, les deux isomères présentent une ou plusieurs fonctions différentes. La modification peut être présente indifféremment sur la fonction principale ou sur les fonctions secondaires. Deux exemples vous sont présentés sur cette diapositive. Le cas d'une isomérie de fonction entre aldéhyde et cétone, avec le propanal et la propanone de formule brute C3H6O, et le cas d'une isomérie de fonction entre un alcool, l'alcool benzylique, et un phénol, le crézol. La liaison débutant au milieu du cycle du benzène signifie que le substituant méthyle peut se situer soit en ortho, soit en méta, soit en para du groupement OH. Enfin, une dernière classe de composés présentant une isomérie plane, les isomères d'insaturation. Ces isomères diffèrent au niveau de leur insaturation. C'est le cas par exemple d'un alcène et d'un cycloalcane qui possèdent le même nombre de carbone. Ici, le cyclopropane et le propène possèdent tous deux la même formule brute C3H6.
Jusqu'à présent, nous avons parlé d'isomérie plane ou de constitution. Nous n'avons jamais tenu compte de la géométrie spatiale des molécules, puisque la différence entre ces isomères apparaissait au niveau de la formule semi-développée. La formule brute, je vous le rappelle, étant identique pour les deux isomères. Cette fois-ci, lorsque deux composés ont même formule développée et ne diffèrent que par leur représentation dans l'espace, c'est-à-dire par leur géométrie spatiale, on les appelle des stéréoisomères. Il existe deux types de stéréoisomérie, la stéréoisomérie de configuration et la stéréoisomérie de conformation. Nous verrons ces deux cas dans les parties suivantes. Intéressons-nous tout d'abord à la stéréoisomérie de configuration. Cette stéréoisomérie peut être présente dans les molécules chirales ou dans les molécules achirales. Nous allons voir dans cette partie le premier cas, c'est-à-dire la stéréoisomérie liée à la chiralité, et dans la partie suivante, le cas des composés achiraux. Dans cette partie, un certain nombre de définitions et de notions très importantes en chimie organique vont vous être présentées. On parlera donc de chiralité, de centre asymétrique, ou encore d'énantiomérie et de diastéréoisomérie. Dans la première partie, nous nous sommes intéressés à la différence de structure au niveau de la représentation bidimensionnelle des molécules. Ici, nous traitons des composés ayant la même structure bidimensionnelle, mais des structures tridimensionnelles différentes. En effet, deux stéréoisomères qui, je vous le rappelle, ont même formule semi-développée, mais des structures spatiales différentes, sont dits stéréoisomères. Une molécule est dite chirale si et seulement si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. En fait, cette définition ne s'applique pas uniquement aux molécules, mais le terme chiral peut être utilisé pour qualifier n'importe quel objet. Ainsi, une chaise et son image dans un miroir plan sont superposables. La chaise n'est pas chirale, c'est un objet achiral. Par contre, une main est chirale, elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. On reprend de nouveau notre exemple de molécule avec un carbone relié à 4 sphères de couleurs différentes. L'image de la molécule de gauche dans un miroir plan, représentée schématiquement par les pointillés, est la molécule de droite. Ces deux molécules ne sont pas superposables, elles sont donc chirales. Pour vous en convaincre, si vous ne voyez pas directement que ces molécules ne sont pas superposables, nous allons faire tourner la molécule de façon à ce que la position des substituants entre la molécule de gauche et celle de droite soit directement comparable. Pour cela, il faut effectuer une rotation selon l'axe carbone-sphère rouge d'un angle de 180 degrés. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur le schéma, la sphère bleue passe dans le plan à droite, la sphère orange à l'arrière du plan de la diapositive passe à l'avant du plan et la sphère verte à l'avant passe à l'arrière. Les deux molécules à droite du miroir sont identiques. Nous n'avons effectué qu'une simple rotation pour passer de l'une à l'autre. Par contre, il est plus évident maintenant que la molécule de droite n'est pas superposable à celle située à gauche du miroir. Ces molécules sont chirales et la chiralité est due à la présence d'un carbone asymétrique, généralement noté C étoile. Un carbone asymétrique est un carbone qui porte 4 substituants différents, représentés ici par 4 sphères de couleurs différentes. Un deuxième exemple de molécule, un carbone central est lié par double liaison à 2 autres carbones. Si on considère la partie de gauche de la molécule, elle est plane et le plan de cette partie de la molécule appartient au plan de la diapositive. La partie de droite de la molécule est également plane, mais cette fois-ci, le plan est orthogonal à celui de la diapositive. L'image de ce composé, par un miroir plan, n'est pas superposable à la molécule d'origine. En effet, si vous retournez la molécule de droite pour faire correspondre les sphères rouge et bleu avec celles de la molécule de gauche,
alors la sphère verte sera vers l'avant du plan de la diapositive et la sphère orange vers l'arrière, ce qui ne correspond pas à la molécule de gauche. Ces deux molécules non superposables et images l'une de l'autre par un miroir plan sont chirales. Cependant ici, la chiralité n'est pas due à la présence d'un carbone asymétrique. Il n'y a pas de carbone relié à 4 substituants différents ici. De ce fait, notez bien ici qu'une molécule chirale ne contient pas obligatoirement de carbone asymétrique, même si c'est le cas le plus souvent et le plus couramment dans les molécules que nous allons étudier. Les conditions de chiralité peuvent être énoncées comme suit. Une molécule est chirale si elle ne possède pas d'élément de symétrie Sn, c'est-à-dire si elle n'est pas identique à elle-même après rotation de 2π sur n autour d'un axe suivi d'une symétrie plane par rapport à un plan orthogonal à cet axe. Cette condition est la condition nécessaire et suffisante pour dire qu'une molécule est chirale. En pratique, on va différencier deux cas. Une condition nécessaire mais non suffisante et une condition suffisante de chiralité mais non nécessaire. Dans le premier cas, on vous dit qu'une molécule chirale ne possède ni plan ni centre de symétrie. Vous pouvez déduire de cela que si une molécule possède un plan ou un centre de symétrie, alors elle n'est pas chirale. La molécule représentée ici possède un plan de symétrie. Il s'agit du plan passant par le carbone, les sphères rouges et bleues. La sphère verte située à l'arrière du plan est symétrique à celle située à l'avant du plan. Il existe donc un plan de symétrie dans cette molécule, elle est achirale. Dans le deuxième cas, une condition suffisante correspond à la présence d'un seul carbone asymétrique pour pouvoir affirmer qu'une molécule est chirale. Ici, le carbone est lié à 4 substituants différents, 4 sphères de couleurs différentes. Le carbone est donc asymétrique et la molécule est chirale. Une remarque importante, si une molécule présente non pas un seul carbone asymétrique, mais plusieurs carbones asymétriques, alors elle peut ne pas être chirale. Par exemple, la molécule représentée ici possède 2 centres asymétriques. Le carbone de gauche est relié à 4 substituants différents et le carbone de droite est également relié à 4 substituants différents. Cependant, il existe dans cette molécule un plan de symétrie qui est vertical et orthogonal par rapport au plan de la diapositive. Ce plan de symétrie vient du fait que chaque carbone est lié à des substituants identiques. Chaque carbone est lié à une sphère rouge, une sphère bleue et une sphère verte. Cette molécule présente donc un plan de symétrie. Elle est achirale même si elle possède 2 centres asymétriques. Nous reviendrons sur ce cas un peu plus loin dans cette partie, mais gardez bien en tête cette notion. Vous verrez que, bien que ces notions semblent compliquées, nous resterons en général sur des cas relativement simples. Les molécules chirales considérées présenteront une chiralité qui aura pour origine la présence de centres asymétriques, et les seuls cas particuliers correspondront aux cas présentés dans cette remarque, c'est-à-dire lorsque 2 carbones asymétriques seront chacun liés à 3 groupements identiques 2 à 2. L'existence de la chiralité et de centres asymétriques dans une molécule nous amène à définir les termes d'énantiomère et de diastéréoisomère. 2 énantiomères sont 2 molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir plan, mais qui ne sont pas superposables, c'est-à-dire qui sont chirales. 2 diastéréoisomères sont 2 molécules stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères. Finalement, si on prend comme exemple cette première molécule et son image dans un miroir plan, elles ne sont pas superposables. De nouveau, pour vous en convaincre, je retourne la molécule pour faire coïncider les sphères rouges et marron par une rotation de 180 degrés selon l'axe vertical, passant par le milieu de la liaison carbone-carbone. Les substituants bleus et verts d'une part et rose et orange d'autre part
sont inversées dans les molécules à gauche et à droite du miroir. Ces deux composés ne sont donc pas superposables. Elles sont donc bien chirales, et puisqu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir plan, il s'agit de deux énantiomères. On considère maintenant cette autre molécule. Par rapport à la molécule du dessus, la partie de droite de la molécule est inchangée. Par contre, dans la partie de gauche, les sphères rouges et bleues ont été inversées. La nouvelle molécule et celle au-dessus sont des stéréoisomères. Ils ont même formule développée et des formules spatiales différentes, mais elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Ce ne sont donc pas des énantiomères, mais des diastéréoisomères. Par contre, cette nouvelle molécule et son image par un miroir plan ne sont pas superposables. Vous pouvez essayer de nouveau de faire tourner la molécule de droite pour mieux le voir. Ces deux molécules sont de nouveau des énantiomères. Finalement, par définition, deux molécules stéréoisomères n'étant pas des énantiomères, si on considère n'importe quel autre couple de molécules, elles sont diastéréoisomères. C'est ce que vous pouvez voir représenté par les flèches sur le schéma. Avant de poursuivre sur ces notions d'énantiomérie et de diastéréoisomérie, on peut se demander pourquoi cette géométrie dans l'espace est si importante. Tout simplement, si on considère deux énantiomères, puisque le positionnement des substituants du carbone sont différents, l'interaction avec un site actif pourront être plus ou moins efficaces. Dans le premier cas représenté ici, la forme des substituants et leur positionnement correspond tout à fait à des interactions favorables avec la cible. Par contre, dans le deuxième cas, les substituants correspondent toujours, mais pas leur positionnement. Seul le triangle pourra s'insérer dans le site actif et les interactions de ce deuxième énantiomère avec la cible sera moins efficace que le premier. Les effets biologiques de deux énantiomères ne seront donc pas obligatoirement identiques. Ainsi, la L-dopa est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson pour augmenter le taux de dopamine, alors que son énantiomère, la D-dopa, est, telle, une molécule toxique. La principale source industrielle du plus limonène est le citron, alors que l'orange contient du moins limonène. Enfin, je vous cite un dernier exemple couramment utilisé pour mettre en évidence l'importance de la notion d'énantiomérie. La thalidomide est un médicament qui a été utilisé dans les années 50-60 contre les nausées matinales chez les femmes enceintes. Rapidement, ce médicament a été stoppé à cause de ses effets tératogènes, c'est-à-dire qui a entraîné des malformations sur les bébés. Il a en fait été mis en évidence que les deux formes énantiomères de cette molécule avaient des propriétés très différentes. Un des énantiomères est efficace contre les nausées, alors que l'autre énantiomère cause des effets tératogènes. Il est donc très important de toujours savoir quelle molécule on considère. Ici, sur le schéma qui vous est donné, la liaison présentée sous forme de vague correspond en fait à la possibilité d'avoir l'un ou l'autre des énantiomères, c'est-à-dire soit une liaison en triangle plein, donc en avant du plan, soit une liaison en triangle pointillé. Les énantiomères et les diastéréoisomères ont des propriétés physiques particulières qu'il est intéressant de connaître. Deux diastéréoisomères ont des propriétés physiques différentes, que ce soit au niveau des températures de changement d'état, de densité, tout autre paramètre physique, et sont donc facilement séparables. En effet, on peut par exemple séparer deux diastéréoisomères par distillation si les points d'ébullition sont suffisamment différents, ou encore par décantation si les densités sont suffisamment différentes. Deux énantiomères, quant à eux, ont toutes les propriétés physiques identiques, toutes sauf une. Ils ont un pouvoir rotatoire différent. Les énantiomères n'interagissent donc pas de la même façon sur une onde plane polarisée rectilignement. Le pouvoir rotatoire d'un composé est mesuré selon le schéma donné ci-dessous. À partir d'une source lumineuse de type lampe à vapeur de sodium, on place différents filtres pour aboutir à une onde plane polarisée rectilignement.
Ceci est schématisé par l'unique flèche bleue verticale. Cette onde va ensuite traverser l'échantillon à analyser, celui-ci étant placé dans une cuve de dimension prédéfinie, puis l'onde ressortant de l'échantillon est analysée. Le filtre analyseur est tourné de telle façon à percevoir une lumière sortant de l'échantillon. On note l'angle alpha de rotation de ce filtre qui sera appelé pouvoir rotatoire. Quelques remarques concernant le pouvoir rotatoire. Une molécule capable de changer la direction de polarisation d'une onde plane polarisée rectilignement est dite optiquement active. Et une condition nécessaire et suffisante pour qu'un composé soit optiquement actif, il doit être chiral. Les énantiomères et les diastéréoisomères vus jusqu'à présent sont des molécules chirales qui présentent donc un pouvoir rotatoire différent de 0. Lorsque la déviation de la lumière aura lieu vers la droite, le composé sera dit dextrogir et son nom fera apparaître la notation plus. Lorsque la déviation de la lumière aura lieu vers la gauche, le composé sera dit lévogir et son nom fera apparaître la notation moins. L'acide plus mandélique, représenté à gauche, est donc dextrogir avec un pouvoir rotatoire alpha de plus 4,4 degrés. Son énantiomère, l'acide moins mandélique, est lévogir avec un pouvoir rotatoire alpha de moins 4,4 degrés. Vous remarquez ici que ces deux énantiomères présentent la même valeur de pouvoir rotatoire au signe près. En fait, ce résultat est généralisable. Deux énantiomères sont optiquement actifs puisqu'ils sont chiraux, et si le pouvoir rotatoire de l'un vaut alpha, alors celui de l'autre énantiomère vaudra moins alpha. Deux diastéréoisomères chiraux sont eux aussi optiquement actifs. Par contre, cette fois-ci, il n'existe aucune relation entre leur pouvoir rotatoire. Enfin, dans le cas où le pouvoir rotatoire serait nul, deux possibilités existent. Soit la molécule est achirale, soit il s'agit d'un mélange racémique, c'est-à-dire d'un mélange dans des proportions équivalentes de deux énantiomères. Notez bien ici qu'il n'existe aucune relation directe entre le caractère lévogir ou dextrogir d'un composé chiral et sa structure spatiale. Afin d'identifier de manière non ambiguë un centre chiral, une notation particulière a été mise en place. Un centre chiral sera en fait noté R ou S suivant sa configuration. Pour aboutir à cette notation, il faut suivre un certain nombre de règles, les règles de Kahn, Ingold et Prelog, abrégées règles CIP. Dans un premier temps, on doit classer les 4 substituants du carbone asymétrique considérés par ordre de priorité décroissante. Pour cela, on applique les règles suivantes dans l'ordre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'indétermination, c'est-à-dire d'hésitation possible au niveau du classement de 2 substituants. La première règle précise que les atomes directement reliés au carbone asymétrique doivent être classés par numéro atomique Z décroissant. Si on prend comme exemple ce composé, le carbone noté avec une étoile rouge est bien asymétrique puisqu'il est relié à 4 substituants différents. Ce n'est pas le cas du deuxième carbone de cette molécule qui lui porte 3 hydrogènes et donc n'est pas asymétrique. Revenant au carbone asymétrique, il est relié à un atome de brome, un hydrogène, un oxygène et à un autre carbone. Les numéros atomiques de ces 4 éléments sont classés ici. Le brome possède le numéro atomique le plus élevé, 35, et l'hydrogène le plus petit, 1. Finalement, par ordre de priorité décroissante, le brome portera le numéro 1, l'oxygène le numéro 2, le carbone le numéro 3, et enfin l'hydrogène sera le groupement le moins prioritaire avec le numéro 4. Sur ce composé, il n'y a aucune indétermination. On pourra ensuite passer à la deuxième étape. Si jamais le carbone asymétrique avait été lié à 2 atomes identiques, cette règle numéro 1
n'aurait pas été suffisante pour permettre le classement de tous les substituants, en quel cas on aurait utilisé la deuxième règle. Quand deux substituants sont liés au carbone asymétrique par des atomes identiques, on considère les atomes du second ordre, c'est-à-dire les atomes qui sont directement reliés aux atomes sur lesquels porte l'indétermination. Le groupe prioritaire est alors celui qui possède l'atome de plus grand numéro atomique ou qui en possède le plus grand nombre. Sur ce premier exemple, le seul carbone asymétrique de la molécule, noté avec l'étoile rouge, est lié à un hydrogène, un oxygène et 2 carbones. Parmi ces éléments, celui qui possède le numéro atomique le plus élevé est l'oxygène. Il sera noté 1. L'hydrogène est l'atome de numéro atomique le plus petit. Il est forcément numéroté 4. Par contre, il est impossible à ce stade d'attribuer à chaque carbone un classement particulier. On va donc noter ces carbones A et B pour passer au second ordre. Le carbone noté A est relié à 3 hydrogènes. Le carbone B est lui lié à un oxygène et 2 hydrogènes. Le carbone B porte donc l'atome de plus grand numéro atomique. Ce groupement est prioritaire. Le groupement CH2OH sera donc noté 2 et le groupement CH3 est noté 3. Un deuxième exemple sur lequel de nouveau le seul carbone asymétrique de la molécule est noté avec une étoile rouge. Comme dans l'exemple précédent, on peut directement classer les atomes d'oxygène et d'hydrogène qui porteront respectivement les numéros 1 et 4. Pour classer les deux autres groupements, on va les noter A et B pour passer aux atomes du second ordre. Le carbone noté A est lié à 2 hydrogènes et un carbone, alors que le carbone B est lié à un hydrogène et 2 carbones. Ce deuxième carbone porte donc le plus grand nombre d'atomes prioritaires. Finalement, il sera classé en 2 et le groupement éthyle en 3. Enfin, un dernier exemple pour illustrer cette deuxième règle. Cette fois encore, il est facile de classer sur cette molécule les groupements brome et hydrogène. En effet, le brome est l'élément qui porte le plus grand numéro atomique parmi les 4 éléments liés au carbone asymétrique. Il sera donc classé en première position et l'hydrogène a le plus petit numéro atomique, il sera noté 4. Les 2 carbones sur lesquels porte l'indétermination sont de nouveau notés A et B. Ces 2 carbones sont liés chacun à 2 carbones et un hydrogène. À ce niveau, l'indétermination ne peut être levée, il est toujours impossible de classer ces 2 groupements. On va donc regarder les atomes du troisième ordre, c'est-à-dire ceux liés aux atomes du second ordre. Les carbones du second ordre sont notés C, D, E et F. Le carbone C est lié à un carbone et 2 hydrogènes. Le carbone D est lié à 2 carbones et un hydrogène. Le carbone E a un carbone et 2 hydrogènes. Et enfin le carbone F a 2 carbones et un hydrogène. Il est à ce stade toujours impossible de différencier ces 2 groupements. Pour passer à l'ordre suivant, nous n'allons plus que considérer la chaîne prioritaire de chaque groupe, c'est-à-dire pour le groupe de gauche la chaîne issue du carbone D et pour le groupe de droite la chaîne liée au carbone F. Ces nouveaux atomes de carbone sont notés G, H, I et J. Cette fois-ci, le carbone G et le carbone H sont liés à 3 hydrogènes. Le carbone I est également lié à 3 hydrogènes, alors que le carbone J est lié à un oxygène et 2 hydrogènes. C'est donc le groupement issu du carbone B qui sera classé en 2e position et l'autre groupement en 3e position. Cet exemple un peu plus complexe me permet d'insister sur le fait qu'il faut absolument suivre les règles édictées par Kahn, Ingold et Prelog rigoureusement et dans l'ordre précisé.
Si vous aviez comparé rapidement et globalement les deux substituants de cette molécule, en disant que vous aviez un chlore sur une partie de la molécule et un oxygène sur l'autre, et que le chlore possédant le plus grand numéro atomique, il aurait été prioritaire, vous auriez abouti à un résultat faux. Respectez donc bien toujours les règles énoncées dans cette partie. Enfin, une troisième règle va vous permettre de classer les éléments reliés par une liaison multiple à un élément considéré. Cette règle précise qu'une liaison multiple sera comptée comme autant de liaisons simples. Par conséquent, chaque atome engagé dans une liaison multiple sera répété autant de fois qu'il est lié dans cette liaison. On parle dans ce cas d'éléments fantômes. Le composé présenté ici possède un carbone asymétrique relié à 4 carbones. Pour les classer, on passe aux atomes du second ordre. Le carbone noté A est engagé dans une fonction aldéhyde, CHO. Il est donc lié à un hydrogène et par une double liaison à un oxygène. On considère donc pour le classement que l'on cherche à effectuer qu'il est lié à un hydrogène, à un oxygène réel et à un oxygène fantôme, noté avec un point ici. Le carbone B est lié à 3 hydrogènes. Le carbone C est lié à un hydrogène et par une double liaison à un carbone, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est lié à un carbone réel et à un carbone fantôme. Le carbone D porte 2 hydrogènes et est lié à un oxygène. Finalement, le carbone A portant un oxygène et un oxygène fantôme sera prioritaire sur le carbone D qui porte qu'un seul oxygène. Le carbone C intervient juste après dans le classement puisqu'il porte 2 carbones dont le numéro atomique est plus faible que celui de l'oxygène. Et finalement, le carbone B sera numéroté 4. Grâce à ces 3 règles, vous êtes maintenant capable de classer n'importe quel substituant porté par un carbone asymétrique. On passe donc à la deuxième étape qui consiste à obtenir la configuration absolue du carbone asymétrique. Pour cela, il faut regarder la molécule suivant l'axe C4 avec le groupement numéro 4 en arrière. Si pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le carbone asymétrique sera noté R, R signifiant rectus. Si pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le carbone asymétrique sera noté S pour sinister. Soit la molécule suivante avec les groupements 1, 2, 3 et 4 notés sur la molécule. On place bien le groupement 4 à l'arrière et on regarde suivant cet axe C4. Si on considère maintenant cette représentation de type Newman, mais attention, on ne considère ici qu'un seul atome de carbone, le groupement 1 est vertical et vers le haut, le groupement 2 est sur votre droite et le groupement 3 sur votre gauche. Pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, le carbone asymétrique est donc noté R. Dans ce deuxième cas, toujours en plaçant le groupement 4 vers l'arrière, on trouve en regardant suivant l'axe C4 cette configuration où le groupement 2 est à gauche et le groupement 3 à droite. Pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le carbone asymétrique est donc de configuration S. Enfin, une troisième règle va vous permettre de classer les éléments reliés par une liaison multiple à un élément considéré. Cette règle précise qu'une liaison multiple sera comptée comme autant de liaisons simples. Par conséquent, chaque atome. Voici quelques exemples pour illustrer les règles de Canning-Gold-Prelog utilisées pour déterminer la configuration absolue d'un carbone asymétrique. L'acide mandélique possède un carbone asymétrique. Il existe donc sous 2 formes énantiomères, l'acide plus mandélique représenté à gauche et l'acide moins mandélique représenté à droite.
Le classement des substituants du carbone asymétrique est relativement simple. L'oxygène étant l'élément de numéro atomique le plus élevé, il sera noté 1. L'hydrogène est l'élément le moins prioritaire, il sera noté 4. Il reste 2 carbones à classer. L'un est lié à 2 oxygènes et un oxygène fantôme, puisqu'il s'agit d'une fonction acide carboxylique. L'autre carbone appartient au cycle aromatique. Il est lié à un carbone par une liaison simple et à un carbone par une liaison double, c'est-à-dire au final à 2 carbones réels et à un carbone fantôme. Le carbone qui porte les oxygènes est de toute façon prioritaire sur le carbone appartenant au cycle aromatique qui sera classé en 3e position. Le groupement 4 est positionné à l'arrière du plan de la diapositive. On regarde donc directement ici dans quel sens on tourne pour aller de 1 à 2 à 3. Puisqu'on tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, le carbone asymétrique est de configuration absolue S. On parle donc d'acide S mandélique. Le classement est identique pour l'autre énantiomère. Le groupement 4 est toujours à l'arrière. Et cette fois-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer de 1 à 2 à 3. Le carbone asymétrique est donc de configuration absolue R. Il s'agit de l'acide R mandélique. Je vous présente maintenant un deuxième exemple, celui du glycéraldéhyde. Sur la molécule de gauche, après avoir classé les éléments par ordre décroissant de priorité, le groupement 4 étant à l'arrière, la configuration du carbone asymétrique est définie comme étant R. Sur l'énantiomère de droite, le même classement est retrouvé. Faites bien attention, cette fois-ci le groupement 4 est à l'avant. On ne peut pas regarder directement dans quel sens on tourne pour passer de 1 à 2 à 3. Il faut absolument que ce groupement 4 soit à l'arrière. On effectue donc une rotation de la molécule suivant l'axe pointillé orange, de telle façon à ce que le groupement 4, l'hydrogène, se retrouve derrière. Si l'hydrogène passe derrière, alors le groupement CH2OH se retrouve devant et le groupement OH finit dans le plan. Je note à nouveau le classement des substituants suivant l'ordre de priorité défini par les règles CIP, et cette fois-ci, le groupement 4 étant derrière, on trouve que la configuration absolue du carbone asymétrique est S. Remarquez ici que dans le cas particulier où le groupement 4 est en avant du plan, vous pouvez éviter la rotation de la molécule en regardant dans quel sens vous tournez pour passer de 1 à 2 à 3 sur cet exemple avec 4 devant. Dans ce cas, vous devez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui donnerait une configuration absolue R. Cependant, puisque le groupement 4 est devant, vous devez inverser ce résultat, d'où la configuration S pour le composé de droite. Finalement, ces exemples nous permettent de mettre en évidence un résultat général, à savoir que l'image dans un miroir plan d'un carbone asymétrique de configuration R est un carbone asymétrique de configuration S. Autrement dit, si vous savez qu'un énantiomère est S, alors l'autre énantiomère de la molécule sera forcément R. Par contre, comme vous pouvez le constater à travers ces deux exemples, il n'existe aucune relation entre les notations R et S définies par les règles de Canning-Gold et Prelog et les notations plus et moins qui découlent de mesures expérimentales du pouvoir rotatoire. Ce nouvel exemple porte sur une molécule possédant 2 carbones asymétriques. Il s'agit du 2-méthylamino-1-phénylpropane-1-ol. Cette molécule peut être représentée de la manière suivante avec les 2 carbones asymétriques qui sont de configuration absolue S. Vous pouvez d'ailleurs essayer de retrouver ce résultat en appliquant les règles CIP. L'image de cette molécule dans un miroir plan est ce nouveau composé où les 2 carbones asymétriques sont de configuration absolue R, puisque nous avons vu dans la diapositive précédente
que l'image d'un carbone asymétrique S par un miroir plan est un carbone asymétrique R. Le 2-méthylamino-1-phénylpropanol peut également être représenté par ce stéréoisomère, où les carbones asymétriques sont cette fois-ci R et S. L'image de ce stéréoisomère dans un miroir plan est cette nouvelle molécule où l'image du carbone R est S et l'image du carbone S est R. Faites attention à une erreur à éviter. Si vous dites que le composé de gauche est RS, alors celui de droite est SR. En effet, vous devez énumérer les carbones dans le même ordre. Ici, la molécule a été retournée. Pour éviter toute ambiguïté, on pourrait préciser le numéro du carbone. Si vous regardez le nom de cette molécule, le carbone de la chaîne principale a 3 carbones notés 1 est celui portant le groupement OH. Le carbone 2 est celui qui porte le groupement amine. La molécule en bas à gauche est donc 1R2S et celle de droite est 1S2R. Revenons à nos 4 stéréoisomères. Ceux qui sont images l'un de l'autre par un miroir plan sont des énantiomères. Et tous les composés qui ne sont pas énantiomères 2 à 2 sont diastéréoisomères. Ces couples de diastéréoisomères sont donc représentés par les doubles flèches vertes. Les 2 molécules du haut sont énantiomères. Toutes leurs propriétés physiques sont identiques et en particulier, leur température de fusion notée ici vaut 117 degrés. Toutes leurs propriétés physiques, sauf leur pouvoir rotatoire, qui ont la même valeur absolue, à savoir 52 degrés ici, mais qui sont de signes opposés. Les 2 molécules du bas sont également des énantiomères. Leurs points de fusion sont identiques et leurs pouvoirs rotatoires de 6,3 degrés sont de signes opposés. Si vous regardez cette fois-ci les 2 molécules de gauche, par exemple, ou tout autre couple de diastéréoisomères, leurs propriétés physiques sont différentes. Les températures de fusion sont bien ici différentes et il n'existe aucune relation entre leurs pouvoirs rotatoires. C'est bien ce que nous avons vu précédemment. Finalement, nous pouvons généraliser certains résultats de la diapositive précédente. Lorsqu'une molécule possède 2 carbones asymétriques, il existera 4 stéréoisomères. Les composés de configuration RR, SS, RS et SR. Parmi ceux-ci, nous trouvons 2 couples d'énantiomères, facilement reconnaissables à l'inversion complète des configurations absolues des 2 centres. Les composés RR et SS sont énantiomères, tout comme les composés RS et SR. Lorsqu'une seule configuration des 2 centres asymétriques est inversée, les molécules seront des diastéréoisomères. Sans citer tous les couples de diastéréoisomères représentés par les flèches vertes, les composés RR et RS sont diastéréoisomères. Un des centres reste identique alors que la configuration du second est inversée. Nous pouvons aller un peu plus loin dans la généralisation puisque lorsque nous aurons n carbones asymétriques dans une molécule, alors il existera 2 puissance n stéréoisomères. Par exemple, pour 3 carbones asymétriques, nous pouvons écrire l'ensemble des stéréoisomères suivant la configuration absolue des carbones asymétriques. La ligne pointillée représentant toujours le miroir plan, vous avez représenté ici les différents couples d'énantiomères en haut et en bas. Je n'ai pas reprécisé ici les flèches correspondant aux couples de diastéréoisomères, sachant que les molécules prises 2 à 2 qui ne sont pas énantiomères sont diastéréoisomères. Vous avez bien ici pour 3 carbones asymétriques 2 puissance 3, soit 8 stéréoisomères.
Il existe une autre notation particulière pour identifier les configurations de stéréoisomères. Cette notation, L et D, est bien moins générale, mais elle est couramment utilisée dans le cas des acides aminés et des sucres. C'est pourquoi je vous l'explique ici. La nomenclature D et L est définie par rapport à la position du substituant porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction la plus oxydée lorsque la molécule est représentée en notation de Fischer. Nous avons vu cette notation dans le premier chapitre, et si nous reprenons les exemples vus alors, le plus glycéraldéhyde, il sera représenté avec le groupement le plus oxydé, la fonction aldéhyde vers le haut, la chaîne principale à la verticale et à l'arrière, les substituants étant orientés vers l'avant de la feuille. La représentation de Fischer obtenue fait apparaître le groupement OH sur la droite. Il s'agit du substituant porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction la plus oxydée. En fait, c'est le seul carbone asymétrique de la molécule. Le groupement OH étant à droite, le plus glycéraldéhyde sera noté D-glycéraldéhyde. Si on s'intéresse à l'énantiomère du D plus glycéraldéhyde, le moins glycéraldéhyde, on obtient cette fois-ci cette représentation de Fischer, où le groupement OH est situé à gauche. On parlera donc du L-glycéraldéhyde. Nous avons également vu dans le premier chapitre la représentation de Fischer du D-ribose. Le substituant porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction la plus oxydée, toujours la fonction aldéhyde ici, et le groupement OH qui est encadré en orange. Il est situé à droite dans la représentation de Fischer, d'où la dénomination D-ribose. L'énantiomère de ce composé est cette molécule où tous les centres asymétriques sont inversés, ce qui correspond dans la représentation de Fischer à inverser tous les groupements de droite et de gauche. Ici, le substituant porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction la plus oxydée est à gauche, il s'agit du L-ribose. Notez bien, excepté pour le glycéraldéhyde, il n'existe aucune relation entre les notations L et D et le signe du pouvoir rotatoire alpha. Une autre remarque, si on inverse un seul centre asymétrique dans la représentation de Fischer du D-ribose, celui encadré en orange, on passe du D-ribose au L-lixose. Attention, il ne s'agit pas d'un énantiomère, mais bien d'un diastéréoisomère, puisque parmi les 3 carbones asymétriques, la configuration d'un seul carbone asymétrique est inversée. Dans ce cas particulier où un seul carbone asymétrique est inversé, on peut parler d'épimères. 2 diastéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique sont appelés des épimères. Dans la partie précédente, nous nous sommes focalisés sur la stéréoisomérie de configuration d'origine chirale. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la stéréoisomérie de configuration n'ayant pas pour origine l'existence d'un centre de chiralité sur une molécule. C'est le cas par exemple des diastéréoisoméries de type ZE ou cis-trans. Juste pour vous remémorer l'introduction vue dans la partie précédente, où nous nous sommes donc concentrés sur les composés correspondant au premier exemple de la diapositive. Ici, nous allons donc voir le deuxième cas. Remarquez bien ici que les 2 molécules présentées dans l'exemple sont bien des stéréoisomères de configuration, mais qu'elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir plan. Ce ne sont donc pas des énantiomères, mais bien des diastéréoisomères. La diastéréoisomérie ZE traduit les relations stériques par rapport à une ou plusieurs doubles liaisons. D'ailleurs, nous ne parlerons de diastéréoisomérie ZE que lorsque le composé considéré comportera une double liaison. Afin de déterminer si une double liaison est de configuration Z ou E,
Nous allons donc suivre un certain nombre de règles. Dans une première étape, on classera 2 à 2, par ordre de priorité décroissante, les groupes portés par chaque carbone de la double liaison. Pour cela, on utilisera les règles séquentielles de Kahn, Ingold et Prelog que nous avons vues pour déterminer les configurations absolues R ou S des carbones asymétriques. Ainsi, dans ce premier exemple, on imagine que l'on sépare la molécule en deux au niveau de la double liaison, puis on regarde à droite puis à gauche pour classer les substituants. À gauche, le carbone est prioritaire sur l'hydrogène puisque le numéro atomique du carbone est supérieur à celui de l'hydrogène. À droite, le chlore est prioritaire sur le carbone. Le chlore porte donc le numéro 1' et le groupement éthyle CH2CH3 le numéro 2'. Dans ce deuxième exemple, et en reproduisant le même mécanisme de réflexion, à gauche, le CH3 est prioritaire et sera noté 1. À droite, le chlore sera noté 1'. Dans une deuxième étape, nous allons comparer la position respective des deux groupes prioritaires. S'ils sont du même côté, c'est-à-dire tous les deux en haut ou tous les deux en bas, la double liaison sera dite Z. Z pour zusammen qui signifie ensemble en allemand. Si ces deux groupements prioritaires sont de part et d'autre, c'est-à-dire un en haut et un en bas de la double liaison, l'isomère sera noté E, E pour Entgegen, opposé en allemand. Dans le premier exemple vu au-dessus, puisque les groupements prioritaires 1 et 1' sont du même côté de la double liaison, le diastérosomère sera noté Z. Dans le deuxième exemple, cette fois-ci, les groupements prioritaires 1 et 1' sont de part et d'autre de la double liaison. Ce diastérosomère sera E. Une petite remarque concernant cette notation, elle est essentiellement utilisée pour les liaisons doubles carbone-carbone. Sachez quand même qu'elle est valable pour toutes les doubles liaisons. Après avoir vu la diastéréosomérie ZE, qui concerne les doubles liaisons,
nous allons nous intéresser à la diastéréosomérie cis-trans. Cette diastéréosomérie est rencontrée pour les substituants des cycles. Elle peut également être utilisée pour qualifier les jonctions de cycles pour les composés polycycliques. Prenons le cas de ce composé cyclique. Il ne présente pas de carbone asymétrique, il s'agit donc d'une molécule achirale. En effet, si on considère le carbone du cycle portant le substituant méthyle, il est relié à un hydrogène et à un CH3 exocyclique, puis à un CH2 dans la partie supérieure du cycle, qui est lui-même relié à un autre CH2, puis à un carbone substitué. Dans la partie inférieure du cycle, le carbone considéré initialement est relié à un CH2, lui-même relié à un autre CH2, et finalement au carbone du cycle substitué par le groupement CH2OH. Finalement, le carbone considéré est relié à deux parties identiques grâce à la symétrie du cycle, donc ce carbone n'est pas asymétrique. On pourrait faire le même raisonnement avec le deuxième carbone du cycle qui porte le groupement CH2OH. On trouverait le même résultat, à savoir que lui non plus n'est pas asymétrique. La molécule est donc bien achirale, pourtant il existe deux représentations spatiales de ce composé. Si les deux substituants sont du même côté du plan moyen du cycle, on parle alors de composé cis. Si les deux substituants sont de part et d'autre du cycle, alors on parle de diastéréosomère trans. L'origine de cette stéréosomérie est en fait liée à la présence du cycle. Pour confirmer le fait que ces deux molécules sont achirales, on peut également remarquer qu'elles présentent un plan de symétrie. Ce plan correspond au plan de la diapositive qui passe par les substituants du cycle. Un autre exemple de cycle présentant la diastéréosomérie cis-trans vous est donné ici. Enfin, comme il est précisé dans la définition de cette notion, la diastéréosomérie cis-trans peut concerner la caractérisation des jonctions de cycle. Dans le premier composé, les deux hydrogènes situés au niveau des jonctions de cycle sont tous les deux en avant du plan, on parle de jonction cis, et dans le deuxième composé, de jonction trans. Nous verrons en fait dans la partie suivante que les cycles à 6 atomes de carbone, c'est-à-dire les dérivés du cyclohexane, ne sont pas plans. On considère ici le plan moyen de ce cycle à 6 atomes de carbone. Dans cette diapositive, je vous présente une remarque concernant la stéréosomérie cis-trans. En chimie, cette dénomination n'est pratiquement plus utilisée que pour les cycles et jonctions de cycle. Cependant, vous verrez plus tard que les biochimistes utilisent les notations cis-trans pour les doubles liaisons. Dans cette diapositive, je vous présente une remarque concernant la stéréosomérie cis-trans. En chimie, cette dénomination n'est pratiquement plus utilisée que pour les cycles et jonctions de cycle. Cependant, vous verrez plus tard que les biochimistes utilisent les notations cis-trans pour les doubles liaisons. Dans cette diapositive, je vous présente une remarque concernant la stéréosomérie cis-trans. En chimie, cette dénomination n'est pratiquement plus utilisée que pour les cycles et jonctions de cycle. Cependant, vous verrez plus tard que les biochimistes utilisent les notations cis-trans pour les doubles liaisons. Dans cette diapositive, je vous présente une remarque concernant la stéréosomérie cis-trans. En chimie, cette dénomination n'est pratiquement plus utilisée que pour les cycles et jonctions de cycle. Cependant, vous verrez plus tard que les biochimistes utilisent les notations cis-trans pour les doubles liaisons. Dans cette diapositive, je vous présente une remarque concernant la stéréosomérie cis-trans. En chimie, cette dénomination n'est pratiquement plus utilisée que pour les cycles et jonctions de cycle. Cependant, vous verrez plus tard que les biochimistes utilisent les notations cis-trans pour les doubles liaisons. Dans cette diapositive, je vous présente une remarque concernant la stéréosomérie cis-trans. En chimie, cette dénomination n'est pratiquement plus utilisée que pour les cycles et jonctions de cycle. Cependant, vous verrez plus tard que les biochimistes... La première partie de ce chapitre était consacrée à l'isomérie plane. Nous avons ensuite vu les différents types de stéréosomérie de configuration
Et maintenant, nous allons terminer ce chapitre par la stéréoisomérie de conformation. Vous savez qu'autour d'une liaison simple carbone-carbone, il y a libre rotation, ce qui n'est pas le cas lorsque la liaison entre deux carbones est double. Finalement, il existe une infinité de structures pour une molécule, ces structures découlant toutes les unes des autres, par simple rotation autour de la liaison carbone-carbone. On parle pour ces différentes structures de conformères. Certains de ces conformères peuvent être plus stables que d'autres. La différence d'énergie entre les conformères est attribuable à deux facteurs. Les répulsions électroniques entre les doublés de liaison et éventuellement les doublés non liants et la gêne stérique. Quelques remarques. Pour passer d'un stéréoisomère de configuration à un autre, il faut casser des liaisons. Ceci demande une énergie importante, de l'ordre de quelques centaines de kilojoules. Nous avons également vu que les diastéréoisomères, tout comme les énantiomères d'ailleurs, sont séparables. Cependant, les énantiomères présentent les mêmes propriétés physiques. Leur séparation est donc plus difficile et il faut mettre en œuvre des procédés particuliers que nous ne verrons pas ici. Une autre remarque, pour passer d'un conformère à un autre, une simple rotation suffit. L'énergie nécessaire est donc beaucoup plus faible, de l'ordre de quelques dizaines de kilojoules. Les conformères, eux, ne sont pas séparables. Notez également qu'à une configuration donnée, il peut correspondre une infinité de conformations. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux conformations des composés acycliques et commençons par l'éthane. Une conformation possible de l'éthane est donnée ici et par rotation autour de la liaison carbone-carbone, on peut obtenir par exemple cet autre conformère. Pour mieux évaluer les effets de gêne stérique et de répulsion électronique, nous allons représenter ces molécules en projection de Newman. La première conformation de l'éthane peut également être dessinée de cette façon-ci, et si on regarde la molécule suivant l'axe carbone-carbone représenté en orange, on obtient cette projection de Newman. Vous pouvez également vous reporter au premier chapitre pour avoir d'autres explications sur la projection de Newman. La partie rouge de la molécule, qui est au premier plan, contient un hydrogène en position verticale et vers le haut, un hydrogène à droite et un hydrogène à gauche. À l'arrière, on retrouve des hydrogènes dans les mêmes positions. Cependant, dans la projection de Newman, on les décale légèrement pour pouvoir les écrire. Dans le deuxième conformère, les atomes d'hydrogène au premier plan sont orientés de la même façon. Cependant, ceux situés à l'arrière-plan sont décalés d'un angle de 60 degrés. On dit que le premier conformère correspond à une forme éclipsée qui est peu stable du fait de la gêne stérique entre les deux hydrogènes situés l'un derrière l'autre. Le deuxième conformère correspond à une forme décalée, beaucoup plus stable. Il existe en réalité une infinité de conformères, puisque alpha peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 360 degrés. Les conformations particulières décrites ci-dessus, la forme éclipsée et la forme décalée, correspondent respectivement aux formes d'énergie maximum et d'énergie minimum. On passe maintenant à une molécule un peu plus complexe, le butane. Le butane peut être représenté de la façon suivante en projection de Newman, et comme dans le cas de l'éthane, alpha peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 360 degrés. En traçant l'énergie des différents conformères en fonction de l'angle alpha, on obtient ce graphique où plusieurs points d'inflexion particuliers correspondent à des conformères identifiables. Ainsi, le minimum absolu correspond à une forme décalée anti où les deux groupements méthyl sont les plus éloignés possibles. Ce conformère est le plus stable puisqu'il y a moindre répulsion électronique et moindre gêne stérique. Les minima suivants correspondent au conformère décalé gauche dans laquelle on minimise les répulsions électroniques. Le terme gauche n'est pas ici à opposer à droite
Il signifie uniquement que les groupements sont décalés sans être en position anti, c'est-à-dire opposée. Aux maxima locaux pointés ici, vous trouvez les formes pseudo-éclipsées dans lesquelles il y a moindre gêne stérique. On parle de formes pseudo-éclipsées lorsqu'un groupement encombrant se trouve derrière ou devant un groupement moins encombrant. Par opposition aux formes éclipsées dans lesquelles les groupements CH3 les plus encombrants ici se trouvent l'un derrière l'autre. Il s'agit des conformations les moins stables qui correspondent au maxima absolu d'énergie. On passe maintenant aux composés cycliques et en particulier au cas du cyclohexane. Avant toute chose, faites attention à ne pas confondre le benzène, qui est un composé cyclique aromatique, et le cyclohexane. Le benzène, de formule brute C6H6, est plan. Les carbones du cycle sont hybridés sp2. Ce n'est pas le cas du cyclohexane, qui possède 2 hydrogènes sur chaque carbone, hybridé sp3. Sa formule brute est C6H12. Le cyclohexane comporte une insaturation liée au cycle, alors que le benzène comporte 4 insaturations, une liée au cycle et 3 liées aux doubles liaisons. Tout comme les composés acycliques, le cyclohexane peut être décrit par plusieurs conformères remarquables. Sur ce schéma, vous retrouvez les différentes conformations possibles du cyclohexane en fonction de l'énergie. La stabilité maximum du cyclohexane est obtenue pour les conformations chaise. Il existe 2 formes chaise que l'on appelle chaise et chaise inverse. Ces dénominations ne sont pas attribuées à une forme chaise en particulier. Si l'une est nommée chaise, l'autre sera la chaise inverse. Nous reverrons un peu plus en détail cette conformation dans la diapositive suivante. Au minima relatif d'énergie, on trouve les formes bateau croisé, puis au maximum relatif la forme bateau, et enfin au maximum absolu les formes enveloppe. Ces différentes formes ne seront pas étudiées en détail. Revenons maintenant sur les formes chaises. Dans un premier temps, nous allons voir comment on positionne les atomes d'hydrogène sur cette forme. Il est important de noter tout d'abord que toutes les liaisons notées en rouge ici sont parallèles. C'est le cas également pour ces liaisons notées en bleu, mais également pour celles-ci notées en orange. Grâce à cette particularité de la forme chaise, vous retrouvez la position de la moitié des hydrogènes. L'autre moitié est en fait plus simple à dessiner. À l'intersection d'un trait bleu, d'un trait rouge et d'un trait orange, vous avez un carbone hybridé sp3, donc tétraédrique. Il faudra donc positionner les derniers hydrogènes liés par la liaison noire, ici, pour respecter cette géométrie autour des atomes de carbone. On peut représenter la forme chaise en projection de Newman. Si on place son œil tel qu'indiqué sur la figure, c'est-à-dire suivant l'axe des liaisons carbone-carbone-orange, on obtient la projection de droite où les liaisons bleues et rouges intracycliques sont précisées. Remarquez que vous avez ici une conformation de type décalé, c'est-à-dire qui minimise les répulsions électroniques et les gènes stériques. Ceci explique la stabilité particulière de cette conformation chaise. Il existe en fait un équilibre conformationnel entre les deux formes chaises, la chaise et la chaise inverse dont je vous ai parlé dans la diapositive précédente. Si on numérote les carbones du cycle, ici ne sont notés que les carbones de 1 à 4, le passage d'une chaise à la chaise inverse implique un changement d'orientation des carbones. Le carbone 1, orienté vers le haut dans une des formes chaises, est orienté vers le bas dans la seconde forme. On pourrait d'ailleurs faire cette remarque pour chaque carbone du cycle. Pour différencier ces chaises, on parle parfois de forme 1C4, avec 1 en exposant pour dire que le carbone numéroté 1 se trouve vers le haut, et le 4 en indice pour dire que le carbone 4 se trouve vers le bas. La deuxième forme est alors notée 4C1, avec cette fois-ci le carbone 4 vers le haut et le carbone 1 vers le bas. Ici, le cycle étant complètement symétrique, j'ai choisi une notation arbitraire
Dans les cas classiques où le cycle est substitué, et donc généralement non symétrique, on prendra en compte la numérotation issue de la nomenclature officielle. On regarde maintenant l'orientation des hydrogènes lorsqu'on passe d'une forme chaise à l'autre forme chaise. Sur une forme chaise donnée, on différencie deux populations de positions, les positions équatoriales notées en bleu et les positions axiales notées en rouge. Lorsqu'on réalise l'interconversion d'une chaise en sa chaise inverse, les substituants en position axiale passent en position équatoriale et inversement, les positions équatoriales passent en position axiale. Dans le cas du cyclohexane, puisqu'il n'y a que des hydrogènes sur le cycle, cette caractéristique n'est pas visible. Pourtant, dès qu'on parlera de cyclohexane substitué, ce paramètre devient très important et il sera nécessaire de la garder en tête. Si on s'intéresse au cyclohexane monosubstitué par un groupement A quelconque, l'interconversion des formes chaises fait également passer ce substituant A d'une position axiale à une position équatoriale. Dans le premier cas, le substituant se développe au-dessus du cycle, alors que dans la seconde chaise, celle de droite, le substituant A se trouve éloigné du cycle. Les répulsions électroniques sont ici amoindries, et cette deuxième forme sera plus stable. Finalement, la conformation la plus stable d'un cyclohexane monosubstitué est la conformation chaise pour laquelle le substituant est en position équatoriale. Voici quelques exemples, soit le cyclohexane substitué par un groupement méthyle. Dans le cas où le groupement méthyle se trouve en position axiale, l'encombrement stérique n'est pas négligeable. Finalement, à température ambiante, avec une constante d'équilibre de 19, 95% du méthylcyclohexane se trouve dans la conformation chaise qui porte le substituant méthyle en position équatoriale. Si on augmente l'encombrement stérique du substituant, en utilisant par exemple un groupement tertiobutyle, les proportions de forme chaise avec le substituant en position axiale diminuent encore très fortement. Nous allons maintenant généraliser les résultats précédents présentés pour le cas des cyclohexanes monosubstitués à la famille des cyclohexanes, quel que soit le nombre de substituants sur le cycle. Dans ce cas, la conformation la plus stable d'un cyclohexane est la conformation chaise pour laquelle le maximum de substituants est en position équatoriale. Dans le cas où il reste une indétermination, c'est-à-dire un nombre identique de substituants en position axiale et équatoriale, la conformation la plus stable sera la conformation chaise pour laquelle le ou les substituants les plus volumineux seront en position équatoriale. Ainsi, dans ce premier exemple, un des substituants se trouve en position axiale et l'autre en position équatoriale. Après interconversion, le substituant en position axiale passe en position équatoriale et le substituant en position équatoriale passe en position axiale. On se trouve finalement dans une situation identique à celle du départ. Les deux conformères ont donc une stabilité voisine avec un groupement méthyle en position axiale et un groupement méthyle en position équatoriale dans chaque forme. Dans ce nouvel exemple, la première chaise présente deux groupements méthyle en position axiale qui, après interconversion, se retrouvent en position équatoriale dans la deuxième chaise. Ici, le conformère de droite est plus stable. Enfin, dans ce dernier exemple, chaque conformère présente un substituant en position axiale et un substituant en position équatoriale. Cependant, les deux substituants ne sont pas équivalents et le conformère de droite, dans lequel le groupement le plus volumineux est en position équatoriale, est le plus stable. Ce chapitre comporte de nombreuses nouvelles notions. Au niveau de l'isomérie plane, vous devez maintenant savoir identifier les différents isomères. Dans un deuxième temps, nous avons vu la stéréoisomérie de configuration, que je vous ai exposée en deux parties. La stéréoisomérie de configuration liée à la chiralité et celle qui est liée à la géométrie de la molécule qui est achirale.
Vous devez ici être capable de reconnaître une molécule chirale, d'identifier des énantiomères, des diastéréosomères et prévoir l'existence de composés méso. Dans le cas de centre asymétrique, il faut savoir lui attribuer la configuration absolue R ou S et inversement, connaissant la configuration absolue d'un carbone asymétrique et la formule semi-développée d'un composé, vous devez savoir représenter la molécule avec la stéréochimie correcte. Vous devez également savoir attribuer à une double liaison la configuration Z ou E et à un cycle ou à une jonction de cycle la configuration cis ou trans. Comme précédemment, le travail inverse peut aussi vous être demandé, à savoir à partir du nom de la molécule et de sa stéréochimie, Z ou E par exemple, vous devez pouvoir représenter sans ambiguïté une molécule. Enfin, au niveau de la stéréosomérie de conformation, vous devez être capable d'évaluer la stabilité relative de conformère pour les composés acycliques ou cycliques. Je vous propose dans les diapositives suivantes quelques exercices d'application simples et directs du cours pour vous permettre de tester votre compréhension de ce chapitre.